Bien, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence physique ici dans cette salle pour le forum European Lab 2021 à Lyon. Merci aussi à ceux qui nous suivent à distance. On voit que les habitudes de réconciliation avec les terrasses de café ont devancé un peu celles de la reprise d'habitude du débat public et des conférences. On n'est pas encore très nombreux aujourd'hui à avoir repris cette dynamique, mais j'imagine qu'on va reconstruire ça petit à petit. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On m'a demandé de dire quelques mots d'introduction à propos d'une initiative que nous avons menée à partir de Lyon. Ici, il y a environ 15 mois, un mouvement qui s'est appelé l'Appel des indépendants, qui a donné lieu à un manifeste, et puis à une initiative européenne qui s'appelle Reset, et dont ensuite on va parler. Je passerai le micro à Élise Famgia dans quelques secondes, qui va animer cette rencontre. Simplement pour vous replacer ça dans le contexte, lorsque la crise sanitaire a démarré en France, en Europe et dans le reste du monde au mois de mars 2020, nous avons été face à une sorte de grande inquiétude collective et avec un certain nombre de structures culturelles indépendantes basées à Lyon, ici, dans le domaine de la musique et dans d'autres domaines culturels. Nous avons décidé de nous rassembler pour lancer d'abord un appel qui était d'abord un appel d'inquiétude pour dire, face à cette crise du Covid, il y a un certain nombre d'écosystèmes culturels indépendants et de médias indépendants qui risquent de recevoir une secousse extrêmement forte sur les emplois, sur la pérennité, sur la pérennité des structures et des projets. Et donc évidemment cette inquiétude, on a voulu y faire face collectivement, ne pas rester chacun individuellement, chacun dans sa structure confronté à cette difficulté, à cette étape extrêmement importante de la vie de nos projets, de nos structures culturelles et de nos médias indépendants. Donc on a rassemblé une trentaine de structures, on a écrit un premier appel qui disait deux choses, qui disait face à cette crise on a besoin des pouvoirs publics et on a besoin de solidarité. Et d'autre part, peut-être plus important encore, on a dit cette crise est l'opportunité de réfléchir tous ensemble, de repenser nos modèles et de voir dans quelle mesure cette séquence un peu historique pour le secteur de la culture et des médias pouvait être l'occasion d'un update de nos logiciels, de nos visions politiques et de ce qu'on souhaitait finalement, la façon dont on souhaitait s'engager dans les batailles présentes et futures. Donc c'était aussi un appel aux politiques pour dire nous pouvons être utiles, nous sommes collectivement, tous ces écosystèmes culturels européens sont une force extrêmement importante, mais c'était aussi une façon de nous dire à nous-mêmes que pour qu'on soit vraiment une force, il fallait qu'on réalise un certain nombre de choses et peut-être qu'on opère un certain nombre de changements sur nos pratiques, sur nos façons d'envisager nos métiers, sur la façon d'envisager nos projets. Donc on s'est mis au travail, on a élargi cet appel, très vite il a réuni 1600 structures culturelles et médias indépendants en France, donc un nombre extrêmement important, sur un peu plus de 150 territoires, et on a organisé 50 réunions de travail, 50 workshops dans toute la France sur tout un tas de sujets, relatifs évidemment à nos métiers, à nos pratiques. À l'issue de ces workshops, on a invité à Lyon au mois d'octobre 2020, les 6 et 7 octobre, ici même et dans une dizaine d'autres lieux de la ville, on a invité 150 structures représentatives de ces 1600 signataires. Donc des structures culturelles et des médias indépendants de tout secteur et de tout territoire. On a donc travaillé avec eux pendant 2 jours et on a fait émerger 6 thématiques de travail que je vais vous citer, qui sont dans l'ordre les responsabilités environnementales et sociales, le rôle essentiel de la jeunesse et de la transmission, les coopérations, une thématique qui s'appelle outillage et capacitation, comment est-ce qu'on renforce nos outils les uns les autres pour être plus efficients, plus pertinents, plus utiles, la question des ressources et des financements et de leur répartition dans le paysage culturel, et enfin la question de la médiation et du plaidoyer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise pour faire passer nos messages et pour transmettre un certain nombre de choses. De ces 50 réunions de travail en France et de ces 2 jours d'états généraux à Lyon sont sortis un grand nombre de propositions, d'idées, de pistes, de contributions, de tribunes, etc. On a également appelé une quinzaine de syndicats
de structures culturelles indépendantes, donc les éditeurs indépendants, les médias indépendants, les labels indépendants, etc. Quinzaine de structures syndicales à venir compléter nos propositions, qui étaient plutôt des propositions transversales, transsectorielles, et eux de venir les compléter avec des propositions plus sectorielles. Et de tout ce travail, nous nous sommes réunis ensuite à la campagne pendant quelques jours pour écrire collectivement. Donc ça a été un travail long et complexe, mais nous avons réussi donc à sortir ce document qui s'appelle le Manifeste des structures culturelles et des médias indépendants et qui a pour sous-titre « Contribution collective à un nouveau contrat culturel et social ». Donc nous l'avons sorti en décembre 2020 et depuis, nous avons été à la rencontre dans tous les territoires, des élus, des adjoints et des adjointes à la culture, des vice-présidents et vice-présidentes de collectivités, des maires, des associations de directeurs et directrices d'affaires culturelles, de France urbaine, de parlementaires français et européens. Et nous avons également ouvert une porte vers un appel européen qui s'appelle Reset et sur lequel on a réussi à rassembler la signature d'à peu près 200 structures et collectifs européens qui pensent peut-être opportun que ce travail de fédération, de rassemblement, de travail collectif soit mené à l'échelle européenne. Alors tout ceci, et je vais conclure car je crois que je suis arrivé au bout de mes 5 minutes, tout ceci évidemment se fait avec également un calendrier politique. On a commencé ce travail au moment des élections municipales à Lyon et en France, pardon, dans tous les territoires en France, en juin 2020. Et puis, comme vous le savez peut-être, il y a dans quelques jours des élections régionales en France. Et puis il y a une élection présidentielle. Et puis, il y avait la publication très récemment des appels à candidature d'Europe créative. Et puis, il y aura ensuite encore des élections européennes. Donc c'est aussi la volonté collectivement de peser sur le débat public, d'exister et de montrer qu'il existe des alternatives, des écosystèmes d'acteurs et de structures qui peuvent être extrêmement utiles et dont on aura besoin dans les années qui viennent pour mener les batailles sociales, les batailles environnementales que nous avons à mener, les batailles culturelles, les batailles plus largement démocratiques. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long et je vous souhaite de bons échanges. Et je passe la parole à Élise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Now, let's switch in English. Donc, nous allons nous exprimer en anglais parce que la plupart des membres de la table ronde sont des anglophones. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis la coordinatrice d'affaires européennes de Live Europe. Je suis ravie d'avoir été invitée par Artifarty pour modérer cette discussion concernant Reset. Donc, c'est l'étape européenne de l'appel des indépendants introduit par Vincent et plus généralement de parler l'état des indépendants pendant cette crise. Donc, certains d'entre vous avaient assisté déjà à la discussion précédente. Il y avait un chiffre qui a été donné. Le secteur culturel a souffert d'une baisse de chiffre d'affaires de 31%. La culture, c'était un des secteurs les plus impactés pendant la crise, plus que le tourisme, plus que l'industrie automobile. Et lors du premier jour de la crise, beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes dans les secteurs culturels et médias se sont rassemblés pour parler aux décideurs, pour alerter les décideurs de cet état. Donc aujourd'hui, nous allons parler de précisément cela. Donc je suis honorée d'avoir avec moi pour cette table ronde physique pour une fois, plusieurs intervenants qui sont signataires de l'appel Reset. Donc, je vais les présenter rapidement. Et après, nous allons passer aux questions intéressantes. Avant de passer aux questions posées par le public, nous avons Zsuzsa. Vous êtes coordinatrice de Aurora. C'est un centre communautaire indépendant à Budapest. Donc, on va en parler tout à l'heure d'Aurora. Donc, Dorian, vous êtes fondateur des Garages numériques. Donc, c'est une association multidisciplinaire, une plateforme multidisciplinaire. Vous êtes coordinateur de Nuit Sonore et de Lab Numérique Bruxelles et de Artifarty. Et Katharina, vous êtes fondatrice d'Agora Europe, qui est une plateforme
qui vise la promotion des débats transnationaux à travers l'espace politique, les questions de migration. On va revenir tout à l'heure. Et enfin, mais pas le dernier intervenant, nous avons Steven. Vous êtes fondateur de PIP. Steven, donc c'est un lieu culturel à La Haye. Donc c'est un des lieux d'événements les plus connus aux Pays-Bas. Donc je propose que nous démarrions avec les questions. Tout d'abord, on va décrire le décor. Comme vous le savez, le secteur culturel est un secteur qui est caractérisé par toute une panoplie d'entrepreneurs culturels, des indépendants. Et Dorian, en fait, vous en faites partie. Donc, ma première question pour vous, comment est-ce que vous vous êtes sorti de cette crise? En fait, nous sommes toujours en train de nous sortir de cette crise. Tout d'abord, j'étais un peu surpris par cet événement soudain. C'était quelque chose qu'on ne peut pas vraiment anticiper, bien sûr. Et donc, j'ai commencé un nouveau travail du jour au lendemain. Donc, on est passé d'un fournisseur de culture actif à un sauveteur de l'entreprise. Il fallait que je sauve mon propre emploi, ce qui était vraiment bizarre parce que l'emploi était tout nouveau. Et j'avais très peu d'expérience en tant qu'entrepreneur culturel, donc c'était assez difficile. Mais il faut savoir qu'en Belgique, les artistes et les travailleurs précaires ont beaucoup souffert de la crise. Mais des organisations comme la mienne, des petites organisations avec peu de charges fixes, pouvaient survivre grâce à un mécanisme de soutien financier. Et aussi, et un dernier point, ce qui est vraiment remarquable vis-à-vis de cette pandémie, c'est cette nouvelle solidarité intersectorielle qui a émergé de la crise. Donc, au lieu de développer leurs propres affaires, leurs propres entreprises, au lieu de continuer tout seuls, les organisations locales ont commencé à se parler. Et donc, elles ont travaillé ensemble, elles ont commencé à se parler. L'idée étant de défendre la voix des personnes sans voix. Et les personnes sans voix, c'est-à-dire les personnes sous-représentées, les secteurs sous-représentés comme le secteur de la vie nocturne ou les acteurs indépendants. Et je pense que c'est une des façons que j'ai utilisées pour traiter cette crise, pour me sortir de cette crise. Merci. Et c'est très intéressant avec les intervenants. Nous avons des voix de toute l'Europe. Et il y a un autre élément qui est important pour la suite. Donc, il y a ce facteur de live. Donc, c'est quelque chose qui était fortement impacté. Nous avons deux personnes avec nous. Steven, quelle était la réalité de la crise pour votre secteur aux Pays-Bas? Tout d'abord, est-ce que vous pouvez prononcer le lieu de mon lieu? PIP. Ah oui, j'adore ça, PIP. Oui, le lieu de l'événement s'appelle PIP. Alors, c'était quoi déjà la question? Oui, quelle était la réalité de la crise? En fait, la réalité, c'était que, bien sûr, on a dû fermer tout de suite. On a paniqué, on a pleuré, et puis on a changé. On a démarré une agence d'édition, on a démarré une chaîne de TV, on a créé une nouvelle fondation pour réaliser des projets dans des espaces ouverts. Donc, tout d'un coup, en fait, on vient de terminer un projet où on a fait une vidéo de l'ouverture d'un tunnel. C'est quelque chose qu'on avait démarré il y a un petit moment, mais voilà, on a changé l'organisation et heureusement, notre gouvernement a été assez généreux dans son soutien.
Et comme le voisin a dit, on n'a pas beaucoup de charges fixes en tant que fondateur, directeur. Donc, on n'avait pas beaucoup de frais, pas beaucoup de frais de loyer. Nous n'avons pas de grosses bagnoles et on n'avait pas pris des prêts pour acheter des équipements. Donc, tout ce qu'on avait, on l'avait déjà. Voilà. Bon, ben, formidable. Donc, voilà une perspective très positive dès le départ. Alors, parfait. Et j'aimerais maintenant vous parler, Jusha. Vous êtes la coordinatrice d'un centre culturel à Budapest. Comment ça s'est passé à Budapest? Il y a deux aspects que j'aimerais souligner. L'aspect financier et l'aspect lié à la communauté. Parce que la plupart des choses que nous faisons, donc nos activités visent à créer des communautés locales, des communautés qui font des choses ensemble. On a essayé de remplacer le lieu physique par un lieu virtuel. Donc, nous avons organisé des événements virtuels et nous avons essayé d'organiser des discussions, des échanges. Et nous avons en gros essayé de remplacer les activités normales. Au début, ça a plus réussi. Mais après, les gens s'en sont lassés un peu. Alors, pour la partie financière, c'était également difficile. Mais heureusement, on avait quelques économies et on a dû prendre la décision que ces économies qu'on avait prévues, qu'on voulait dépenser sur le développement de notre organisation, on voulait que l'organisation grandisse grâce à ces économies. Donc, on a dû prendre une autre décision. On a dû donc prendre ces économies pour démarrer un autre projet après la pandémie, ou alors est-ce qu'on essayait de survivre grâce à ces économies? Donc, on a décidé d'essayer de survivre. Il y a eu énormément de crises pendant les années précédentes. On a réussi à survivre à travers toutes ces crises. Donc, on voulait continuer. Et on était assez en confiance, on pensait que c'était possible. Et donc, on verra dans les 6 mois à venir si nous nous trouvons toujours dans une situation de risque et on verra si on va pouvoir faire grandir l'organisation. Parce qu'en Hongrie, il n'y avait pas de soutien financier. Ou alors il y avait quelques petits soutiens financiers pour les bars et pour les acteurs culturels. Donc, voilà, on n'avait pas accès à ces soutiens. Et donc, on va revenir à cette question tout à l'heure. Mais si on regarde la situation avec la crise, par exemple, dans nos projets, parfois on dit, voilà, on a dû faire face à une double pénalité, surtout lorsqu'il s'agit de projets transfrontaliers, parce que pas seulement les lieux, les festivals étaient fermés, il n'y avait pas de circulation. On ne pouvait pas traverser les frontières. On ne pouvait pas imaginer une scène européenne. Donc, je vais me tourner vers vous. Votre organisation s'occupe de ce débat transnational, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous avez adapté vos activités? Oui, c'était assez difficile. Tout d'abord, Agora est né comme une activité transatlantique entre Paris et New York. C'était facile d'organiser des événements, des festivals à travers l'Europe, surtout dans des régions
transfrontalière. Et après, on a décidé de financer l'organisation à Hendaye. Hendaye, c'est la dernière ville de France sur la frontière avec l'Espagne. Et à ce moment-là, il y a eu le Covid. L'idée, c'était d'avoir cette communauté locale donc qui pouvait circuler. Mais là, les frontières étaient bloquées. Donc, on a commencé à aller vers des cadres plus en ligne. On a démarré avec des podcasts. On a fabriqué 15 podcasts sur le thème de l'eau. On a invité toutes sortes d'acteurs culturels, mais également sportifs, des universitaires. Il faut beaucoup de travail pour faire un podcast. Il faut beaucoup éditer, il faut le lancement, il faut l'enregistrement. Et puis après, cela ne sert pas forcément le but prévu. Donc après, on est passé aux événements virtuels. Le dernier événement, par exemple, c'était sur la migration, sur l'Afrique, l'université parisienne, l'université aux États-Unis. Donc, on avait ce pressentiment que tout était possible et que le Covid, en fait, on comprend la distanciation sociale, mais cela nous a rapprochés. Car ces défis ne sont plus des défis mondiaux, mais la crainte que j'ai maintenant, c'est qu'on n'a plus l'habitude de ces événements présentiels. Je ne sais pas, pour vous, pour moi, c'est l'une des premières tables rondes. J'ai tellement l'habitude de faire ça sur Zoom que ça fait bizarre. Mais bon, je m'écarte du sujet. Ce dont je veux parler ici, c'est comment est-ce qu'on fait pour se réunir. Et avec la crise d'Orient, vous l'avez déjà dit, c'est un moment où les gens se sont rapprochés. Il y a eu beaucoup d'actions collectives, dont Reset. Et c'est un moment du collectif, je pense, qui nous a aidés à traverser la crise. Et ça m'intéresserait de vous écouter, Catherine. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire partie de l'appel Reset? Je pense que c'était vraiment très important. Et comme Vincent, Carrie et tous les autres, je me suis rendu compte, on travaille ensemble depuis 3 ans et donc c'était essentiel. Et je pense qu'une des choses qui nous a permis de traverser la crise, c'est bien la culture. Bien évidemment, les lieux de culture étaient fermés. On n'avait pas la possibilité de se retrouver, mais tout le monde écoutait la musique, regardait des films, lisait des livres, et en même temps, on était le secteur le plus touché. Et donc, il y avait ce besoin d'un nouveau contrat social et culturel. Et si la Covid nous a montré une chose, c'est que tous les défis auxquels on est confronté sont des défis mondiaux. Ce ne sont pas que des défis nationaux. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est nous rapprocher, construire des ponts plutôt que des murs et travailler avec une façon collective. Mais les frontières n'ont jamais été aussi nettes que pendant la crise. Bon, pour les migrants, les frontières étaient toujours très très nettes, il faut dire. Et on va peut-être revenir sur ce sujet tout à l'heure. Non. Mais je pense que Reset, comme vous l'avez dit, là, il s'agissait de renouveler les politiques publiques européennes et parmi les suggestions dans l'appel, il y a un meilleur accès pour les organisations de taille petite ou moyenne, un meilleur accès aux financements nationaux ou européens. Et je voulais en parler avec vous, Sousa. Quelle est la situation pour vous en termes de financement public pour la culture en Hongrie et quelle est votre expérience dans ce domaine? Vous voulez dire les financements de l'État? Oui, par exemple. En fait, il y a des fonds de l'État, mais qui ne sont pas accessibles pour les lieux ou acteurs culturels comme nous. Ils donnent les fonds à des personnes. Bon, le gouvernement décide pour des motifs politiques de l'attribution des fonds. Et si on souhaite avoir de tels financements, on perd son indépendance. Et donc, c'est ce qu'il faut pour avoir ces fonds. Il y a eu
un changement maintenant au niveau des communes, des municipalités, mais les sommes qui auraient été accessibles, disponibles pour les mouvements citoyens ou les acteurs culturels indépendants leur ont été enlevés par le gouvernement et donc ces fonds ne sont pas disponibles. Sur le papier, en principe, on peut faire des demandes de fonds européens ou d'autres fonds internationaux, mais il y a des agences nationales avec lesquelles il faut travailler pour avoir accès aux fonds européens, où on peut faire des projets de partenariat international. Et nous n'avons pas la capacité de faire de telles demandes car ça nécessite un tel travail d'administration et il faut vraiment des infrastructures et une organisation importante. Et ça, notre organisation n'est pas assez forte pour faire faire ce genre de travail. Et donc, on voit des appels à projets internationaux qui correspondent à nos activités. Et là, on fait des demandes, mais en même temps, c'est peut-être 1 ou 2 appels par an. Et donc, ces appels ne permettent pas de financer nos charges d'exploitation au quotidien. Et donc, notre situation financière est telle que, nous sommes une association. On peut faire des demandes de fonds internationaux pour des projets. Des différents projets. On a également des revenus de nos événements, du bar ou des billets qui sont vendus, mais là, ce ne sont pas des activités qui peuvent financer l'organisation tout seul. Et on fait également beaucoup d'activités de levée de fonds et là, on a beaucoup de succès avec des soutiens qui nous aident régulièrement. On fait des campagnes de levée de fonds et de financement participatif aussi, ce qui nous permet de financer des choses. Si on décide de mener une action qu'on a besoin d'argent, on lance une campagne de levée de fonds et on a nos soutiens habituels qui nous aident. Merci beaucoup, Jouja. Et je pense que cette réalité dont vous parlez, c'est un peu la même chose pour beaucoup de gens dans différents pays européens, même si bien évidemment il y a des problèmes très particuliers en Hongrie. Mais l'objectif de l'appel était de se réunir par rapport à des enjeux communs. Et je pense qu'un tel appel nous renforce et renforce notre message. Et Steven, par exemple, votre organisation cherche à réunir des gens. Je pense que sur votre site Internet, ça parle de gens qui viennent de tous les milieux pour les réunir dans une seule et même association. Et c'est aussi un élément important dans l'appel Reset, cette nécessité de réunir les gens, de rassembler des gens. Et comment est-ce que vous pensez que ça permet de faire face à la crise? Travailler ensemble, se voir, c'est toujours important. Et surtout dans des espaces et des organisations de taille réduite qui vraiment sont des affaires du cœur, c'est très important. Ça peut donner de l'identité à une ville, ça fait un apport de liberté, de créativité. J'ai commencé sur un ton très positif, mais ça a été vraiment toujours une lutte. On a commencé il y a 14 ans, ça a toujours été une lutte. Et depuis 1 an et demi, c'est vraiment la lutte la plus bizarre qu'on ait jamais eu à mener.
Et je pense que notre rôle dans la ville, bon, La Haye, c'est une ville, une petite ville, on ne fait pas semblant d'être une grande métropole. Et je pense que dans une petite ville, il est très important que les gens essaient de créer des espaces, des lieux où les gens peuvent être libres d'une façon ou d'une autre, se sentent libres de créer. Et donc, c'est un espace qui n'est jamais terminé. Les gens peuvent toujours ajouter, apporter quelque chose d'un point de vue pragmatique, ou ils peuvent travailler au bar ou lancer un festival de films, tout ce qu'ils souhaitent faire. Et l'un des dangers, je pense, déjà évoqué par Katrina, c'est que bon, les migrants, et aujourd'hui nous, on se retrouve face à ces frontières qui redeviennent des barrières très strictes, mais on se rend compte qu'on est tous des êtres humains, on a les mêmes problèmes, les mêmes rêves, les mêmes besoins. Et la créativité, l'art, la musique, ce sont les fondamentaux qui nous font nous rendre compte qu'on a besoin de ces éléments pour nous exprimer et pour nous aimer un peu plus, peut-être. Oui, c'est une réalité. L'importance de la culture pour nos sociétés. Oui, mais l'un des gros problèmes, c'est qu'à chaque fois que j'assiste à une table ronde, on est entre personnes qui comprennent déjà. Les appels sont très importants, on est tous d'accord. Mais en fin de compte, c'est tellement difficile. C'est comment faire passer le message, cette culture de la nuit. J'ai assisté il y a 15 jours à une première soirée dans une boîte depuis 14 mois, mais c'est vraiment tellement difficile d'expliquer l'importance de la vie nocturne à des gens qui n'y comprennent rien. On a été dans... Mais bon, les gens vont peut-être dans un bar, ils prennent un verre de vin, mais c'est pas la même chose. On peut leur parler de l'art graphique, du théâtre, de tous les aspects de la vie nocturne, mais vraiment, c'est très important qu'il y ait ces espaces. On a besoin d'espaces, de création. En fin de compte, et là, j'ai un peu perdu mon fil. Oui, mais vous avez tout à fait raison et je pense qu'avec la crise, c'est l'un des objectifs à travers l'appel Reset. Ce qui était très important, c'était d'expliquer cette réalité aux politiques, aux décideurs. Oui, on les invitera en boîte quand les boîtes seront ouvertes, mais comment faire pour se faire entendre? Est-ce qu'il y a une nouvelle conscience de l'importance de la culture de la nuit parmi les décideurs politiques? C'est une question réelle, je pense. Dorian, je souhaiterais entendre votre avis, car en Belgique aussi, il y a eu beaucoup de mouvements pour faire entendre la voix de la culture un peu plus fortement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure conscience de ces enjeux maintenant? Oui, en effet, je pense que oui, au moins je l'espère, que la crise n'a pas été qu'un moment de destruction et que cette crise a amené des changements rapides et profonds en très peu de temps, comme le manifeste montré tout à l'heure par Vincent. Et je dirais peut-être trois choses sur ce sujet. Tout d'abord, avant de convaincre les décideurs politiques et l'opinion publique que nos activités et que nos secteurs sont essentiels, avant de les convaincre, il faut qu'on arrive à se convaincre nous-mêmes, car lorsqu'on nous dit constamment que ce que l'on fait n'est pas essentiel, ça a été le cas en France et en Belgique, il me semble, on a vraiment besoin de beaucoup de confiance et c'est pour ça que ces initiatives, ces mouvements que vous avez cités ont été lancés et ont joué un rôle très important pour affirmer notre rôle comme élément de la société, membres de la société, membres qui avons beaucoup de valeurs, qui représentons une valeur importante. Et je pense que ce qui a été génial avec ces initiatives et ces mouvements, c'est que pour la première fois, on a rassemblé, les gens se sont retrouvés
ont parlé entre eux, se sont compris et c'est étonnant car cela leur permet de clarifier notre message en faveur de la vie nocturne ou des acteurs des médias. Cela nous a permis de fignoler notre message et d'attirer l'attention du public sur notre cause car on n'avait qu'un message important et clair, ce qu'on n'avait pas auparavant, ou au moins moi je n'en étais pas conscient si c'était le cas. On avait plutôt différents messages, on était isolés. Si quelqu'un peut me fournir la traduction du mot. Et mon troisième point, si j'arrive à m'en souvenir, vous savez, au fond, non, c'est tout, c'est tout. Tout à l'heure, ça vous reviendra et vous aurez l'occasion de vous exprimer. On est encore dans la crise. Pour l'instant, on commence à voir les bars, les restaurants qui s'ouvrent, la vie culturelle qui se réveille un peu, mais on veut avoir un impact plus important et on va voir si les recommandations faites à travers les appels tels que Reset peuvent avoir un impact et peuvent amener une plus grande considération de la culture. Je pense qu'on commence à le voir sous peu avec le lancement du programme Europe Créative il y a juste quelques jours. Est-ce que vous êtes au courant du programme Europe Créative? Si vous levez la main, si vous connaissez. Vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne savais pas qu'il y avait eu le lancement. Le programme Europe Créative, c'est le programme qui finance les industries créatives. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup, j'espère. Il faut, car il y a eu une forte augmentation des financements alloués au secteur créatif à travers le programme et un meilleur accès au financement, surtout pour les organisations de petite ou de moyenne, de taille petite ou moyenne. Et donc, ça peut être un avantage pour les médias d'Orient. Pour vous, c'est un pas dans la bonne direction? Oui, je pense que oui. Mais à mon avis, pour une organisation de très petite taille comme la mienne, il y avait jusqu'ici deux problèmes principaux par rapport au programme Europe Créative. L'un des problèmes, c'est ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'il y a bien trop peu de gens qui sont au courant d'Europe Créative et de ses programmes. Peu de gens savent qu'il y a ces programmes dédiés aux organisations petites ou moyennes. Et ça, il faut qu'on change. Là, à ce niveau-là, il faut qu'on change tout. On sait que la communication n'est pas au point entre les institutions de l'UE et les citoyens de l'Union européenne. C'est l'un des problèmes structurels auxquels on est confronté. Mais nous devons profiter de ces nouveaux mouvements pour faire passer les informations, pour informer les petites organisations par rapport à ces programmes, car on parle de sommes d'argent importantes, d'aides financières importantes, mais l'autre problème qui est résolu maintenant, au moins je l'espère, d'après ce que j'ai lu dans le nouveau programme, c'est que tout le processus lourd et bureaucratique n'existerait plus, car par le passé, vous savez, pour ces programmes, c'était faisable ou accessible uniquement pour de grandes institutions. Et il y en a peut-être 3 ou 4 en Belgique qui est un service dédié exclusivement aux appels à projets et aux programmes européens. Et donc, je l'espère, au moins, à l'avenir, si j'ai bien compris, les procédures vont être simplifiées. Donc, je croise les doigts en espérant que les petites organisations pourront répondre aux appels à projets.
C'est vrai que ça peut être un pas dans la bonne direction, mais il faut effectivement faire passer l'information vers les organisations. Et dans l'appel Reset, il y a beaucoup de suggestions, beaucoup de préconisations sur comment faire entendre la voix des indépendants européens. Katharina, pour vous, quelle serait l'une des préconisations clés de l'appel? Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. Ce qu'on a fait collectivement est très important. Je pense que la COVID-19 nous a montré qu'on est tous vulnérables de la même façon dans tous les secteurs, dans tous les pays. Et la seule façon, c'est d'aller vers une réponse collective. Bien évidemment, il faut tenir compte des voix qu'on n'entend pas, des personnes et des groupes qui sont invisibles. Et je pense qu'il est fondamental aussi de tenir compte des perspectives des différentes parties prenantes, car on peut refaçonner les politiques et aussi on peut aider à créer des contre-narratifs, que ce soit sur la migration, sur la vie nocturne. On peut créer des récits et des contre-récits qui sont très importants. Et ça correspond bien à notre thématique de ce European Lab. Bon, on voit quelques signes d'espoir pour le secteur culturel en espérant voir des ouvertures. Aux Pays-Bas, on m'a dit que c'est le dernier soir de couvre-feu ce soir. Non, demain. Ce soir, c'est en fait, bon, je vis à Maastricht et je travaille à l'université de Maastricht et je pense qu'ils ont un peu bloqué les mouvements transfrontaliers. Je pense qu'il est très important que les nouveaux Européens soient également intégrés plus facilement dans ces programmes. Quand on vérifie les règles, le plus souvent c'est très difficile. C'est une approche très intellectuelle des programmes et des demandes. Bon, je parle en tant qu'homme blanc, bien évidemment, qui devrait me taire sur ces sujets, mais je pense qu'il est très important que les autres soient encouragés à faire des demandes pour avoir ces financements, pour qu'on ait un domaine culturel beaucoup plus diversifié au futur. Et si votre question est de savoir s'il y a une lumière à la fin, au bout du tunnel, la réponse est non. Il n'y a pas de tunnel. Le tunnel, c'est le monde. Tout va être... Il faut accepter le monde tel qu'il est. Il faut rester unis. Je pense qu'il est très important qu'on échange les uns avec les autres. Je suis aussi très intéressé. Je trouve très intéressant votre espace aussi. Et on se bat tous pour notre petit îlot, alors qu'on ouvre des Starbucks et des lieux comme ça un peu partout et on nous écarte des centres-villes, Nous, on a toujours été dans une zone industrielle et maintenant on est en train de construire 10 000 maisons dans notre rue. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, c'est ça, notre lutte, c'est la voie que nous avons choisie il y a bien longtemps. Il faut qu'on reste unis et qu'on reste fort. Pour revenir juste un instant à ce que vous avez cité là, le fait de mieux intégrer les nouveaux défis, créer de nouveaux espoirs pour le programme futur et ça fait partie en fait des objectifs du nouveau programme Europe Créative d'encourager des projets financés pour qu'ils tiennent compte des questions de l'égalité des sexes, l'inclusivité, la diversité et donc c'est vraiment un point important. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a dû faire très rapidement. J'ai une dernière question pour vous, Jouja. Ce laboratoire européen, je pense que vous êtes aussi impliqué dans ce projet pour que les gens puissent s'intéresser à votre projet. Artifarty nous a invités à être l'un des lieux pour ces journées. Ils vont venir à Budapest en fin d'année pour organiser une série de tables rondes comme ce que vous faites ici. Et
C'est aussi un projet de réseautage pour les plateformes des médias, avec des plateformes des médias de 5 villes qui vont travailler ensemble pour diffuser des podcasts et des clips vidéo et pour produire aussi des contenus médias qui pourront être diffusés. Et ces différents lieux sont liés à ce réseau que je trouve assez génial, avec ces différents lieux, ces différents médias qui représentent des plateformes géniales pour initier des échanges et pour parler de ces sujets que vous avez cités. Et Sphera a une équipe qui s'occupe de ces journées, de ces thématiques, qui incarnent des valeurs partagées par les membres du réseau Sphera. Merci, c'est très intéressant, Jouja. J'attends avec impatience de voir comment ça va se passer. Et donc, je pense que nous avons fait le tour de la question. Il nous reste 3 minutes pour une question seulement de l'assistance. Donc, il ne faut pas être timide. Il ne faut pas gaspiller cette question avec nos panélistes ici. Tout le monde souhaite poser des questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette heure d'échange. Je voulais vous demander à chacun si d'autres organisations que vous connaissez dans vos pays ont rejoint l'appel Reset et si vous avez pu échanger avec eux et si c'est quelque chose si ça semble parlant pour tous dans les différents pays qu'il est important de se réunir comme organisation culturelle européenne. Jouja, peut-être? Est-ce que vous savez s'il y a d'autres organisations à Budapest ou ailleurs en Hongrie qui étaient au courant de Reset? Je pense qu'il y en avait, mais nous ne les avons pas contactés, au moins sur ce sujet. Oui, je connais quelques organisations qui ont participé au processus Reset, mais ce que nous avons vu dans le livre, c'est surtout le travail côté français et je pense qu'au niveau européen, il reste beaucoup de travail à faire. Et tout ce que nous avons dit ici, il faut le poursuivre vraiment sur le long terme pour développer ce contrat social et culturel que nous avons évoqué. C'est un processus en cours, un processus continu, mais je pense qu'on en est encore aux travaux préliminaires. Pour ce qui est du niveau européen, oui, c'est tout à fait les débuts. Katharina, vous savez, Agora Europe est en France, donc on est là. Il y a beaucoup de signataires ici et vos partenaires chez Agora Europe, les partenaires avec lesquels on travaille en France faisaient déjà les organisations à Lyon, Artifarty, European Lab à Bordeaux aussi faisaient déjà. On faisait tous partie d'un consortium depuis 3 ans pour créer ces espaces de créativité. Donc, on était déjà tous impliqués. Écoutez, Reset, je n'en ai pas entendu parler avant de venir ici, et donc je ne sais pas. Mais nous avons construit un skatepark il y a 10 ans avec de l'argent européen, mais ça a été l'enfer. Personne ne savait comment faire. Mais bon. Et donc, je m'excuse, c'est toujours la difficulté avec les projets européens. La communication peut être compliquée. Nous avons des financements structurels qui viennent de la commune, de la municipalité. Et là vous êtes en train de chuchoter. Qu'est-ce que vous dites? Oui, il nous reste quelques secondes. Je vais poser la question. Je vais poser une question après la discussion. Ça a l'air d'être très gênant. Bon, on va peut-être s'arrêter là.
il vaut mieux. Et merci beaucoup à nos panélistes d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Merci à notre public, aux gens qui nous regardent en ligne et on vous reverra ailleurs au European Lab. Merci.